Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Pierre Rodrigo, avec gratitude, à Pierre-Olivier Bitton, mon éternel ami. Introduction. Tout lecteur ne peut manquer d'être surpris en découvrant à quel point, de nos jours, la référence à la nature, puisque l'homme est le fruit de processus naturels qui ont mis des millions d'années à le rendre péniblement possible, est une constante dans la pensée contemporaine. La vie est devenue le Deus ex machina. On peut lire par exemple que la structure prédicative a un avantage indéniable pour la résolution de problèmes avec l'environnement, comme le soutient Ernst Tugendhat, que la structure de nos émotions est fonctionnelle puisqu'elle a pour finalité de coordonner les comportements des agents grâce à sa modularité, comme le suppose Paul Dumouchel, que la liberté, la rationalité et la faillibilité sont le fruit de processus naturels grâce auxquels l'homme va pouvoir se construire, comme l'écrit Jean Bacheler, que le plaisir ou la joie explique par des fonctions biologiques, comme l'avait postulé Bergson, que l'apprentissage est inné et permet la souplesse adaptative de l'être humain, comme l'avait suggéré François Jacob. Cette liste est loin d'être close et elle continuera. Toutes ces théories, malgré leur ingéniosité et leur intérêt, nous montrent déjà qu'il existe plusieurs biologies et non une seule, et que l'homme, décidément, ne réussit jamais à se définir quand il part à sa recherche. Chaque philosophe donne sa définition de la vie, et entend retrouver alors à travers l'homme, la culture et ce qu'elle fait, cette réalité qu'il espère rencontrer, afin ensuite de la voir à l'œuvre tout au long d'une histoire qui n'est plus que son long déploiement, comme si l'histoire devenait le signe d'un cheminement situé à un autre niveau plus réel. Quand un philosophe constate qu'une définition de la vie ne rend pas compte de la réalité de manière convenable à ses yeux, il ne se demande pas s'il existe des événements qui s'exceptent de son procès. Il cherche au contraire à redéfinir cette vie pour essayer d'englober tout ce qui existe. Ce qui motive cette assertion, c'est l'idée qu'il doit exister des principes, puisqu'il ne peut se passer n'importe quoi. Ce qui est relativement exact. Mais affirmer qu'il existe des principes n'équivaut pas encore à dire qu'ils servent de ligne directrice. On peut penser qu'ils encadrent l'histoire mais non qu'ils la dirigent. De sorte qu'à travers cette histoire, se manifesteraient des événements, des situations et du hasard que rien n'a motivé. Si les définitions de la vie ne cessent de varier, l'homme apparaît déjà comme un être étrange dont d'un côté on dit en effet qu'il est vivant, mais qui ne réussit pourtant jamais d'un autre côté à définir cette vie supposée l'expliquer, vu la multiplication des définitions. Volonté de puissance chez F. Nietzsche, résolution de problèmes chez K. Popper, propagation des gènes chez R. Dawkins, force qui lutte contre la mort ou qui l'utilise, Bichat, Guettard, désir et distance chez Renaud Barbara, auto-affection chez M. Henry. Ces dernières remarques sont-elles négligeables, sont-elles sans intérêt ? Ne sont-elles pas plutôt le signe qu'il existe un certain décalage entre l'homme et la vie, et qui prouverait qu'il n'est ni entièrement inhérent à son essence ? La preuve, c'est qu'il multiplie ses conceptions et apprend à se penser et à se percevoir différemment, ni hors de cette vie, puisqu'il cherche à en donner une définition qui prouve qu'il lui est relié, même quand il se prétend libre ? N'est-il pas temps de s'engager vers une autre voie qui montre que quels que soient les principes de la vie, il existe des émergences et de l'imprévu à côté du bio, et non de l'imprévu qui surgit en lui par lui ? La multiplicité des définitions de la vie ne révèle-t-elle pas, indirectement, que l'homme construit des itinéraires inédits puisqu'il invente ses définitions de l'existence, puisqu'il attribue des fonctions et des significations aux émotions et aux pensées qui ne sont pas déjà entièrement inscrites dans un courant vital ? Si cette dernière hypothèse était vraie, alors l'homme n'élargirait pas cette vie qui est en lui. Il continuerait à être en vie sans avoir à continuer cette vie. La vie se continuerait en lui, mais il ne s'inscrirait pas dans ses destinations qu'il développerait. Et c'est ce que prétendait prouver notre précédent ouvrage. Si notre essai Culture, biologie et cognition, le labyrinthe humain était une réflexion critique sur les notions d'émergence, de création et de nouveauté qu'il voulait repenser, ce second livre et sa suite sont compléments indispensables. Il prend en considération de manière plus concrète de nombreux faits et de nombreux exemples issus de la théorie de l'évolution ou de l'anthropologie pour les expliquer autrement, par exemple, l'espérance de vie, le sens moral, le langage, la protraction, les systèmes de parenté, apprentissage, la religion. De nombreux phénomènes peuvent surgir sans s'expliquer entièrement par la nature,
sans déployer des supposées potentialités qu'elle contiendrait virtuellement. Une telle réflexion nous conduira alors à substituer à des notions récurrentes dont la vacuité et l'idéalité nous semblent dangereuses, l'origine, le commencement, des expressions être à l'origine de, avoir son origine dans, commencer à, ou commencer par, sont en effet loin d'être synonymes. De tels énoncés nous prouveront la complexité de l'apostrophe. Histoire humaine qui demande de multiplier les expressions plus que de coutume quand on cherche à la cerner, puisque cette problématique ne peut entièrement se satisfaire des notions de déterminisme, possibilité, création immanente, virtualité et actualisation. La biologie pense que la nature est ce qui produit un événement, et considère éventuellement ce que produit en retour sur elle cet événement. La cooptation est invoquée dans un tel contexte. Mais il a fallu montrer, et il faudra encore le démontrer, que ce qui a été produit par elle se trouve relié au sein de nouvelles relations avec des éléments, même culturels ou psychiques, de sorte alors qu'un événement puisse devenir involontairement une cause pour d'autres phénomènes, et se trouver même infléchi par les autres éléments auxquels il se trouve relié et qui deviennent involontairement aussi, à leur tour, des causes qui réorientent sa fonction, son sens. Des nœuds se forment que plus aucune strate ne maîtrise. Les philosophies naturalistes présupposent une pensée de l'émergence qui repose sur des postulats fragiles et contestables. Et pour le démontrer, il convient de repenser la thématique de la création et de la nouveauté. Car pour raisonner comme précédemment, il a fallu inconsciemment croire à de nombreux postulats. Il nous faut donc, dans cette introduction, commencer par reprendre certains acquis de notre précédent essai Culture, biologie et cognition, le labyrinthe humain. Dans cet ouvrage en effet, nous avions entrepris, même si le mot peut paraître grandiloquent, une méditation sur plusieurs philosophies de la vie et de la création, celle de Cornelius Castoriadis, de Henri Bergson, de Edgar Morin, de Francisco Varela, de Raymond Rullier, de Clément Rosset, de Daniel Dennett, d'Arnold Gellen ou de Konrad Lorenz. Cette méditation va se poursuivre tout logiquement ici, et elle interrogera à nouveau les remarques de certaines philosophies de la vie, injustement délaissées, que nous analyserons par moments de manière critique. Qu'il s'agisse de Maurice Pradine, de René Thom, de Giacomo Leopardi, de Bernard Stiegler ou encore de Michel Henry. Ces critiques seront constructives puisque nous découvrirons des tensions qui demandent à être résolues d'une même manière. Dans notre premier ouvrage donc, nous cherchions à justifier plusieurs hypothèses que nous reprendrons ici pour à la fois les appliquer mais aussi les renforcer. Lorsqu'en effet on considère l'être humain au carrefour de la nature, de la culture et du psychisme, le terme de nouveauté ne se décline plus au singulier mais au pluriel. Il existe des phénomènes, des événements qui surgissent quasi successivement, et il devient impossible de réduire l'émergence à un unique élément. Si les nouveautés sont imprévisibles, c'est leur nombre, la quantité d'événements et leur type de relation avec d'autres événements plus anciens qui deviennent à leur tour imprévus. Ce qui nous obligeait à nuancer le mot « nouveauté » en utilisant des expressions qui permettaient de mieux identifier les problèmes. Il y a bien des différences entre constater des nouveaux phénomènes, des nouvelles relations, et des nouvelles valeurs et caractéristiques attribuées aux anciens phénomènes. Ce ne sont pas seulement des phénomènes inédits qui surgissent, mais bien des nouvelles relations. Des rapports entre phénomènes inédits biologiques et anciens événements culturels puis psychiques, entre nouveautés culturelles et anciens éléments psychiques ou naturels. En outre, si l'émergence d'un phénomène est une chose à expliquer, l'émergence de sa valeur en est une autre. Une création peut surgir mais être récupérée pour servir d'autres fins que celles initialement prévues. Par exemple, l'inventeur de l'appareil photo, qui n'imite rien de préexistant et qui crée donc un nouvel objet, peut vouloir doter cet instrument d'une fonction précise, mais il peut ne pas anticiper la récupération de son invention dans d'autres contextes où elle acquiert d'autres usages, d'autres fonctions et d'autres valeurs. Il s'est avéré qu'il était possible, par analogie, de penser l'histoire de l'homme de cette façon. Nos aptitudes peuvent être produites par un élan vital ou des mutations, puis retenues ensuite par sélection naturelle, mais elles peuvent être récupérées dans d'autres situations, essentiellement culturelles, pour poursuivre d'autres objectifs que ceux que la nature leur aurait assignés. De même encore, le rapport entre la création et la nouveauté n'est pas unilatéral. Toute nouveauté n'est pas nécessairement le signe d'une création sous-jacente qui l'accompagne. Il était possible de différencier deux expressions non synonymes,
X a produit tel événement, au sens actif, et il s'est produit tel événement, sens passif. Toute philosophie qui doit considérer l'émergence à partir des interactions entre strates doit dès lors affaiblir l'hypothèse d'une nouveauté dont l'existence serait totalement issue d'un déploiement immanent. En effet, si la nature, la culture et le psychisme forment des nœuds, une pensée de leurs interactions peut constater que des nouveautés sont susceptibles de se manifester entre elles. Dire qu'il existe des nouveautés entre elles, c'est distinguer une création immanente qui se déploie, d'une création passive qui réorganise des éléments et à laquelle on a donné le nom de création oblique, comme le suggéraient Merleau-Ponty et Cassirer, moyennant certaines précautions. Ces différences pouvaient donc rappeler l'existence de la création et de l'imprévu dans la vie. Mais elles permettaient de montrer qu'il existait, moyennant donc une autre philosophie de l'émergence, des nouveautés, des créations et de l'imprévu par rapport à la vie, se faisant donc à son insu, à côté d'elle. C'est pourquoi nous avions distingué les concepts de procréation et de création. Car il existe une différence entre penser l'inédit à partir d'une philosophie de l'être, et penser l'apparition de nouvelles manières d'être. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y avait place alors pour une philosophie qui envisage le nouveau à partir d'adjectifs démonstratifs plutôt qu'à partir de possessifs. Dans un déploiement immanent en effet, une strate est elle-même créatrice, elle produit son résultat. Dans une création oblique, où se produisent des phénomènes que rien ni personne ne peut coordonner dans un plan d'ensemble, il faut parler des émergences que l'on constate grâce à l'expression suivante, ces nouveautés qui surgissent. Plusieurs modèles biologiques ne cessent de se succéder pour englober l'homme dans la vie. Volonté de puissance, optimalité, élan vital, expansion des gènes, marge de sécurité. L'homme et la culture ne sont pensés que comme des marionnettes qui devraient relayer et prolonger cette nature afin de déployer son processus, même quand il s'agit de penser leur liberté, leur création ou leur manière de penser. L'homme serait immanent ou inhérent à une vie qu'il relayerait et qu'il déploierait, que cela soit à travers ses activités, ses inventions, ses projets, ses phases d'apprentissage. C'est ce naturalisme que nous cherchons à fragiliser, non l'existence d'une vie en l'homme. Il y a une vie, certes, mais il y a un vivre qui ne s'y réduit pas, qui ne dérive pas de la première comme la conséquence d'un principe. Nos sentiments, nos comportements, notre pensée et notre apprentissage sont-ils vraiment compréhensibles à partir de la sélection naturelle, de la sélection de groupe et des mutations ? Cet ouvrage prétend au contraire montrer, comme le précédent, que des nœuds existent entre nature, psychisme et culture. Il cherche par conséquent à repenser la création, l'émergence et la nouveauté dans ce contexte élargi. Être en vie n'implique pas de continuer et de poursuivre la vie qui serait en nous. Seule une reformulation de la problématique permet de dépasser cette fausse alternative qui veut soit un homme immanent à sa vie, soit un homme hors de toute essence. Il est possible de fragiliser les phénoménologies de la vie, ainsi que tout évolutionnisme trop réducteur pour penser l'individuation humaine. L'histoire de l'homme est labyrinthique, et il n'est pas certain qu'il existe un fil d'Ariane, un grand logo explicatif, qui existe pour rendre compte de notre supposée existence concrète. Chapitre 1 – L'homme et le hasard organisateur. 1. Préambule. 2. Illustration à partir des remarques de G. Léopardi. 3. Approfondissement et ouverture, l'œuvre de M. Pradine. 4. L'essence et ses accidents. 5. Objectivité et nécessité chez M. Pradine. 6. Continuité et discontinuité. Deux genres de rupture, du passage au nœud. 7. Les ambiguïtés du concept d'origine et de commencement. 8. Illustration. Ambiguïté du mot origine dans la sémiophysique de Ayrton. 9. Hominisation, humanisation et exaptation. 10. Sélection naturelle et utilité. 11. Des illusions vitales ou des créations biopsychoculturelles. 12. Causalité et synchronicité. L'homme et le hasard organisateur. 1. Préambule. Dans un passage plein de sagacité qu'il nous faut partiellement restituer, vu sa longueur, l'écrivain tchèque Milan Kundera évoque une particularité de la nature humaine. Il est possible de formuler 3 remarques à partir du texte suivant.
Le nombre d'années qui nous est imparti n'est pas une simple donnée quantitative, une caractéristique extérieure, comme la longueur du nez ou la couleur des yeux, mais il fait partie de la définition même de l'homme. Celui qui pourrait vivre dans toute sa force 2 fois plus longtemps, donc disons 160 ans, n'appartiendrait pas à la même espèce que nous. Rien ne serait plus pareil dans sa vie, ni l'amour, ni les ambitions, ni les sentiments, ni la nostalgie, rien. La notion même de patrie, dans le sens noble et sentimental de ce mot, est liée à la relative brièveté de notre vie qui nous procure trop peu de temps pour que nous nous attachions à un autre pays, à d'autres langues. L'homme n'est pas distinct des autres espèces grâce à la conscience d'une mortalité censée le définir, mais grâce à la représentation de la durée de sa vie. Autrement dit, il n'a pas tant conscience de son existence dans une temporalité bornée avec la mort comme état final, que conscience du temps qui passe et de sa longévité, la mort étant alors un élément parmi d'autres dans une structure. La conscience de la mort implique la représentation de notre espérance de vie et l'idée de notre naissance. À supposer même que certaines espèces animales, l'éléphant, les chimpanzés, se sachent mortelles, elles ne se représentent pas leur longévité, pas plus que l'idée de naissance. Par conséquent, ces espèces ne seraient aucunement touchées de manière affective, comportementale et intellectuelle par la modification de leur durée de vie qui resterait une donnée extérieure. Elles s'ajouteraient à ce qu'elles sont déjà. La représentation de l'espérance de vie n'est donc pas sans rétroagir sur l'ensemble de l'existence sentimentale et cognitive de l'homme, comme l'illustre magistralement l'auteur. En fonction de cette durée de vie, la plupart des comportements, des pensées et des sentiments se trouveront profondément modifiés. Ainsi, cette capacité altère ou reconstruit en retour les orientations des précédents sentiments, et l'allongement de la durée de vie et sa représentation deviennent une cause majeure de notre individuation. 2. La simple altération d'une donnée, ici la durée de vie, modifie intrinsèquement plusieurs autres caractéristiques, certaines idées, notre rapport au temps et à l'espace, amour, patrie, nostalgie dont il est question dans l'ouvrage. L'auteur d'exagérer selon nous l'impact du facteur temporel lorsqu'il affirme que la modification de la durée entraînerait ipso facto une modification de l'espèce, car l'espérance de vie chez Homo sapiens a profondément changé au cours de l'histoire. Mais sa conclusion concernant le changement des affects, des pensées et des comportements nous semble rigoureusement exacte. Disparition, apparition, reconfiguration, voire altération ou dérégulation de certaines caractéristiques, sachant que celles-ci ne peuvent plus se déclencher à un certain moment donné par un plan au préalable inscrit dans notre nature. Ce qui importe ici, on le voit, n'est pas que l'homme est capable d'éprouver des affects déjà inscrits virtuellement en lui, et qui auraient un sens latent en attente d'un déclenchement. Ce qui importe est que leur signification ou leurs orientations existentielles dépendent d'une représentation temporelle plus globale dans laquelle ils prennent sens. Plusieurs faits en effet se modifient, ce que signifie habiter, interagir avec une personne, aimer, ce dont a pleinement conscience l'auteur. On peut remarquer que ce changement dans la durée de vie, couplé avec la capacité représentative, entraîne un bouleversement du principe existentiel lui-même, censé régir les comportements humains et la nature de l'expérience consciente. G. Léopardi avait pris soin de distinguer 2 expressions qui ne sont pas synonymes, chercher à vivre et chercher à occuper sa vie. Dans sa nouvelle Propos mémorables de Philippe Ottonieri, il évoque ce besoin d'occuper sa vie. Ce besoin qui transcende tous les autres est supérieur même au besoin de vivre. Vivre, c'est d'abord chercher à s'occuper de sa vie dans sa vie. Ce nouveau principe ne peut surgir qu'avec la représentation de sa longévité. L'homme se situe désormais différemment face à l'avenir. Ses choix se font désormais en fonction de ce changement mental qui a créé indirectement un nouveau principe que la vie n'a pas fait surgir d'elle-même. C'est l'effet d'une nouvelle représentation, ici décisive. Mais l'homme modifie en retour son rapport au présent. Il faut à ce sujet mentionner du même auteur cette autre nouvelle curieuse et pleine de sagacité, dialogue d'un physicien et d'un métaphysicien, où un des personnages découvre l'art de rallonger la durée de la vie. Or, le dialogue entre les 2 protagonistes veut prouver que l'intensité des vécus et de l'expérience dépend étroitement de la représentation de la longévité de l'existence. Dans une espérance de vie réduite, l'homme ne pourrait connaître l'ennui, et le rallongement important de sa durée de vie entraînerait la modification de son expérience.
l'ennui lui deviendrait possible, la flânerie aussi, de même que la baisse d'intensité des événements présents pour la conscience. Comme le remarquait déjà Voltaire dans Micromégas, que serait la fidélité pour un être dont l'espérance de vie serait de 1000 ans? Mais il va de soi que ce n'est pas un plan inscrit dans notre nature qui pourrait expliquer que l'on ne ressente pas l'ennui en raison de notre faible longévité, ou qui expliquerait au contraire que la fidélité existe pour nous adapter à notre faible longévité. On ne voit même pas comment un sentiment comme l'ennui aurait pu être sélectionné comme tel par la nature puisqu'il implique des nœuds si complexes entre éléments différents, qu'il ne peut surgir par la vie. Ce n'est pas non plus cette vie qui dote l'homme d'une capacité représentative, augmente sa durée de vie, pour qu'ensuite il se représente dans le temps afin d'organiser sa vie au lieu de survivre. 3. La thèse de l'auteur peut expliquer comment plusieurs événements considérés comme constitutifs de l'espèce humaine dépendent pourtant de facteurs en apparence secondaires. Prenons à titre d'exemple le langage et sa structure, ses fonctions et ses possibilités. Il est possible d'affirmer que l'espérance de vie des premiers hommes étant d'environ 20 à 25 ans, de 43 ans en 1900, et de 79 ans en 2000, des mutations démographiques qui à première vue ne semblent avoir aucune incidence quant au propre de l'être humain, sont pourtant des plus décisives quant à sa mentalité, son affectivité et ses comportements. Comment en effet ne pas voir que les écarts générationnels, ainsi qu'un ensemble d'autres faits d'ailleurs difficiles à répertorier puisqu'ils semblent inséparables d'une véritable avalanche d'événements, avoir ou non des parents plus âgés, avoir ou non des grands-parents, peuvent avoir des influences sur ce qu'on appelle la complexité du langage, la fonction de la communication, ce que signifie être avec l'autre, l'affectivité, le rapport au monde, l'organisation politique ou la construction psychologique du nourrisson? Pourrait-on penser que l'homme est un animal politique avec une espérance de vie de 25 ans? Faut-il s'étonner que les premières formes de communication linguistique semblent différentes de celles d'un être humain appartenant à une période historique ultérieure, où l'espérance de vie est différente? Les fonctions de la communication transmises de génération en génération ne dépendent-elles pas de ce que les hommes ont fait en raison de la représentation de leur longévité et de bien d'autres événements? Ces grandes structures ne sont donc pas a priori définissables, voir note 10 sur la causalité et la synchronicité. 2. Illustration concrète à partir de la philosophie de G. Leopardi. Ce qui intéresse Giacomo Leopardi lorsqu'il prend la nature humaine comme thème de sa réflexion, c'est d'abord et avant tout le fait qu'un incident même mineur puisse modifier l'essence d'une tendance ou d'une disposition, voire l'essence même de celui qui les détient virtuellement. Sans compter, comme le rappelle le penseur, que l'essence générique de l'homme ne se construit qu'avec de tels accidents. Il s'agit d'identifier une tendance et d'analyser sa transfiguration, comme la modification de l'objet vers lequel elle se dirige. Dans un tel contexte, certaines caractéristiques fondamentales qui semblent définir l'existence humaine ne sont que le résultat d'accidents qui imposent à l'organisme les conséquences de ces répercussions. Parler ainsi suppose une disproportion entre la cause et les effets, un lien lâche entre eux, puisqu'une petite cause peut entraîner de grands résultats. Nous verrons ainsi dans notre sein que l'émergence du visage et l'espérance de vie contribuent à rendre possible des systèmes de parenté qui seraient impossibles sans protraction, et pourtant le visage n'est pas la cause de ces systèmes, pas plus que l'espérance de vie. Pour une démonstration d'une disproportion cause-effet, voir Culture, biologie et cognition, le labyrinthe humain, section 1, chapitre 1, 3. La thèse est on ne peut plus simple mais efficace. Des éléments mineurs, en nombre fini ou indéfini, vont avoir des répercussions en entrant en relation avec des éléments auxquels ils n'étaient pas prédestinés. Pourquoi parler d'éléments mineurs si, à ce point fondamentaux, ces éléments ne servent rien moins qu'à identifier l'essence générique dont il est question? Parce que ces éléments n'avaient pas pour finalité un tel effet. Prenons les exemples auxquels il se réfère dans un très long passage. Le vêtement a pour but, selon Leopardi, de protéger le corps du milieu externe et telle est sa seule fonction, supposons-le. Le langage a pour fin de faciliter la communication sociale, et telle est à nouveau son unique fonction, supposons-le à nouveau. Or, ces éléments qui ne sont pas des causes ayant pour but de modifier le désir et l'imagination, et qui n'ont pas pour finalité d'interagir avec eux, vont servir accidentellement de conditions, parce qu'ils vont entrer en rapport avec notre affectivité.
Leopardi montre que le vêtement et le langage, ainsi que d'autres causes mineures ajoutées par l'auteur dans une note du 26 novembre 1823, vont cacher désormais le corps et l'esprit de la personne de sorte alors qu'une dualité s'installe, se crée entre le caché et le montré, aussi bien physique que spirituel. Ainsi, la manifestation de L', être dans le visible se reconfigure. Corps et esprit possèdent une double dimension. On pressent un corps caché sous le corps vêtu et une âme cachée derrière la parole prononcée. Et ce changement dans la manière qu'ont les êtres de se manifester dans l'extériorité va modifier le désir lui-même. L'être va devenir et de chair et d'esprit, et le désir va porter sur ce mixte. Par le vêtement et la parole surgit dans l'être le double registre impensé du caché et du montré, du dit et non dit, de sorte alors que la personne perçue devient mystérieuse en raison de cette déhiscence qui s'institue, désir et sentiment devenant à leur tour tout autant sibyllins pour celui qui éprouve l'attraction sensuelle. Remarquons que cette disproportion entre la cause et l'effet interdit de supposer la cause antérieure à l'effet, puisque ce n'est que suite au couplage que de tels facteurs deviennent rétrospectivement des causes prises relativement, ne l'étant pas à l'origine prises absolument. Aucune force agissante en effet n'a voulu une telle situation. L'auteur est on ne peut plus clair au sujet de cette disproportion dans la causalité où l'accident intervient à titre constitutif. Par une circonstance aussi extrinsèque, accidentelle et instable que l'est celle des vêtements, le caractère et les qualités d'un sexe par rapport à l'autre ont changé du tout au tout. Il ajoute aussi, ainsi, une circonstance aussi matérielle que celle des vêtements comme le sont celles occasionnées par les mœurs et les lois sociales, engendre en l'homme l'effet presque le plus spirituel, et enfin, de manière plus décisive, une circonstance aussi accidentelle engendre un effet aussi intime. Finalement, une circonstance non naturelle engendre un effet que l'on considère universellement comme le plus naturel, le plus propre de l'homme, le plus absolument inévitable. De même encore, le sens de la beauté peut être remis en cause et peut même s'éveiller à partir d'accidents mineurs, comme l'apparition des grains de beauté sur la peau, qui engendre d'ailleurs une attraction sexuelle inédite, ce que montre l'auteur dans la note 2454 du 1er juin 1822. On le vérifie avec ces citations. Il s'agit bien d'opposer au fonctionnalisme qui explique la raison d'être de certains phénomènes qui surgissent, des incidents qui peuvent redéfinir de manière ontologique le sujet qui en ressort profondément modifié. Aucune action directe en provenance de la nature n'a pour finalité explicite une telle réorientation. L'autre point capital à méditer, qui ressort de l'exposé de l'auteur, est celui qui se rapporte à la nouveauté. En effet, si le langage et le vêtement sont des faits inédits qui surgissent, semble-t-il, à partir de la dimension sociale qui est certainement leur source créatrice, force est de constater que le problème n'est pas seulement de penser comment langage et ornement ont été créés, mais comment de tels éléments inédits deviennent à l'origine de nombreux autres faits imprévus qui pourtant n'ont pas été institués par un logo agissant. Quand en effet le postulat de l'existence objective de la nouveauté est défendu, cette hypothèse suppose de manière sous-jacente un acte directement créatif qui cherche à réaliser un produit inédit. Au contraire, dans le raisonnement de G. Leopardi, des éléments deviennent indirectement responsables des émergences imprévues sans qu'aucune cause ne soit leur source active. Ce n'est qu'après coup, rétrospectivement, qu'il est possible de les considérer comme des causes puisqu'elles n'ont pas pour finalité de produire ce qu'elles ont pourtant réalisé. Autrement dit, ces éléments accidentels qui modifient ici de façon fondamentale l'essence d'une tendance n'ont aucune valeur d'un point de vue absolu. Ils n'ont de valeur que par le contexte qui la leur attribue rétrospectivement. Comme la cause n'est trouvée que par la rétrospection, toute logique, biologique, culturelle, psychique, qui prétend expliquer ici l'existence du désir devient une substruction intellectuelle. Il existe alors deux contextes différents pour penser la nouveauté. D'un côté, il est possible de la penser à partir de la création au sein d'une région déterminée du réel. De l'autre, de penser ses répercussions en considérant les nœuds qui s'instaurent passivement avec des éléments d'autres sphères, responsables de l'apparition inédite de phénomènes, sans cause directement agissante et sans logo. Des phénomènes neufs surgissent de manière imprévisible, parce que la rencontre entre certains éléments s'est faite au hasard, et parce que des éléments acquièrent une valeur et un poids qu'en eux-mêmes ils ne contenaient pas. Si Leopardi insiste dans sa longue note sur les deux causes qui lui semblent importantes,
Il en rajoute pourtant plusieurs autres. Ces facteurs sont pluriels et ont un poids différent. Le vêtement contribue avec d'autres éléments, le langage, les mœurs, à produire cet effet, même si chacun a une valeur différente, sachant encore qu'il est difficile de les quantifier. Mais si l'auteur a conscience de la pluralité des facteurs en présence, il comprend aussi qu'il existe plusieurs phénomènes nouveaux et non un seul, ainsi que plusieurs séries de phénomènes inédits de différentes valeurs. La nouveauté se décline selon une cascade, une véritable avalanche de phénomènes et séries d'incidents. L'auteur le montre en dénombrant rapidement les conséquences, et non la conséquence, de l'imprévu qu'il analyse. Car si le désir est touché dans son essence même pour être redéfini, plusieurs autres caractéristiques ne manquent pas d'être modifiées. L'imagination qui par exemple portait sur les formes nues, prégnantes et attractives, devient créatrice, le sentiment qui était clair et distinct, désir charnel lié à une forme nue, devient confus et mystérieux, à l'image de la personne qui par son intimité devient mystérieuse comme le suggèrent l'habit et la parole silencieuse. Léopardi l'affirme clairement dans cette énumération. Une circonstance aussi réelle, visible et déterminée engendre en lui les plus grandes illusions, les pensées les plus vagues, les plus incertaines et les plus indéterminées, les actions les plus fiévreuses et les plus délirantes et les plus chimériques. L'auteur en donne encore une illustration en expliquant de manière brillante pourquoi une constante comme l'interdit des relations sexuelles entre frères et sœurs ne s'explique pas biologiquement, puisqu'elle se comprend à partir d'accidents. L'imagination, l'opinion, le préjugé et cent autres causes qui par nature et par principe sont totalement extérieures, exercent une puissante influence sur l'amour et les sentiments réciproques des deux sexes. Le mot-clé de la pensée de l'auteur est ici « extérieur ». Parler d'extériorité suggère en effet que les éléments n'avaient aucune raison d'interagir avec ceux auxquels ils se sont trouvés reliés pour intrinsèquement pourtant modifier des orientations. Il s'agit du hasard d'une rencontre qui ne rentrait dans aucun plan omniscient. On le vérifie ici, les nouveautés ne surgissent pas en raison d'un plan naturel qui les aurait créées. Elles surgissent par l'effet de circonstances accidentelles extérieures. Mais cette extériorité ne reste pas telle, elle devient involontairement la source de changements internes. Le raisonnement de G. Léopardi est au plus haut point intéressant, car il ne rejette pas l'idée qu'il y ait en l'homme des dispositions naturelles. Il fragilise l'idée qui veut que ce qui est en puissance puisse se développer en acte de façon endogène, ou au contact de circonstances extérieures qui en permettraient l'actualisation, selon la logique du possible et du réel, ou du virtuel et de l'actuel. Le génie de l'auteur est d'avoir rejeté une position environnementaliste trop réductrice, qui suppose une conception trop étriquée de la nature, et qui veut soit que l'absence de stimulation environnementale ne déclenche pas ce qui est en puissance en l'homme, soit que l'environnement externe facilite l'actualisation de potentialités internes pour les mettre au jour. Car ce que G. Léopardi appelle circonstances extérieures, ce sont d'une part, des accidents et des contingences, et des apostrophes. Autre part, des événements qui vont avoir pour effet de modifier des tendances, des manières de penser, de sentir, loin d'actualiser la potentialité elle-même complexe de notre nature. En effet, il s'agit bien de montrer que des éléments extérieurs, les accidents, vont produire des caractéristiques nouvelles, allant jusqu'à modifier alors ce qui semble constant et universel. La preuve en est que Léopardi ne cesse de parler de mélange. Il conserve l'idée d'une inéité des dispositions, comme le prouve le texte cité ci-dessus. Mais il récuse l'idée que se développent des dispositions naturelles qui peuvent être juxtaposées à côté de celles qui sont acquises, comme si une part naturelle pouvait subsister sous la part culturelle, comme si la culture pouvait s'ajouter de manière artificielle à la nature. Le désir sexuel existe en puissance en l'homme à titre de disposition, mais la culture ne va ni détruire ni actualiser cette tendance instinctive. De même, la culture ne va pas créer une spiritualisation du désir qui se grefferait sur le sexuel qu'elle sublimerait, comme si cette seconde tendance s'ajoutait à côté de la première ou se mettait sur elle. C'est l'invention du vêtement, et de quelques autres facteurs, qui va modifier le sens et l'orientation de cette tendance, de sorte que le résultat est une nouvelle disposition sexuelle dont la force se déclenche pourtant encore à notre insu, tirant sa force parce qu'elle reste innée dans la puissance de son déclenchement. Son sens et son objet sont des acquis suite à sa redéfinition contingente. Sa réorientation a été tributaire d'accidents externes. Dans la note 2403,
2404 du 29 avril 1822, G. Leopardi revient sur ce sujet délicat. Il se demande comment le suicide est possible vu que la nature est en puissance conservation de l'espèce. À cet égard, il remarque que la nature est aussi contraction et acquisition d'habitudes qui suppléent au manque d'instinct, et qu'il appelle accoutumance dans tout le Zibaldouane. Il affirme à cet égard de manière lumineuse, la nature interdit le suicide. Mais quelle nature ? Notre nature actuelle ? Notre nature est entièrement différente de ce qu'elle était. Le problème est donc celui de la volonté de cette seconde nature actuelle, qui est véritablement la nôtre. De même encore, dans la note 3216 du 20-21 août 1823, en réfléchissant sur la différence entre la science chinoise et la nôtre, qui semble s'enraciner et se construire sur les mathématiques, et remarquant leur divergence, il affirme à nouveau. Cette science ne naquit point de la nature et comme la plupart des autres n'a pas en elle son fondement, elle eut son origine et son fondement dans ce qui ressemble, supplée et équivaut en quelque sorte à la nature, dans ce qui est précisément appelé seconde nature, mais qui est facilement et à tort souvent confondu et assimilé dans notre cas à la nature elle-même, je veux dire l'accoutumant. On le voit, Leopardi continue d'employer le mot nature, même si celle-ci se construit avec la culture, situation logique puisque l'une et l'autre sont emboîtées. L'auteur rejette ici toute représentation de la sédimentation de l'une sur l'autre, comme leur pure extériorité sans communication. Il privilégie leur interaction, en montrant alors comment des répercussions entre l'une et l'autre vont avoir lieu pour produire des orientations qu'aucune stratégie évolutive n'a recherchées. Il faudrait donc dire qu'il existe une création en biologie, du désir sexuel, une création immanente par la culture, le vêtement, et un lien accidentel entre désir, vêtement, apparence physique qui s'avère aussi créateur à sa façon, et l'homme résulte de cette triple dimension qui s'élabore. Mais cette réflexion sur les dispositions est inséparable d'une analyse des invariants censés constituer l'essence générique de l'être humain. On le vérifie ici, l'accident modifie d'une certaine façon la substance et l'existence d'invariants naturels en puissance qu'on peut répertorier d'un point de vue absolu, dans le genre homo, n'implique aucunement que ces virtualités ne feront que s'actualiser. Elles peuvent en effet s'assouplir, voire se recréer au contact d'accidents extérieurs avec lesquels elles vont se trouver enchevêtrées, afin de former une dimension nouvelle et originale, l'homme concret qui se réalise dans la durée. Ce qui est nécessaire et objectif d'un point de vue synchronique et atemporel, se trouve nécessairement relié de manière diachronique et temporelle avec du non nécessaire et de l'accidentel, cet ensemble produisant des orientations inédites. Il faut donc, pour reprendre la terminologie de M. Pradine qu'on analysera ultérieurement, considérer l'homme concret qui se construit dans la durée, et donc être attentif au lien entre l'invariant nécessaire mais non objectif. Nécessaire car il existe en puissance d'un point de vue synchronique, non objectif, car il peut se redéfinir en se couplant avec de l'accidentel dans la diachronie, et les faits objectifs mais non nécessaires car ce sont des accidents secondaires identifiables. Homme se réalise en totalité selon ses dimensions conjointes. On pourrait dire que l'invariance n'est plus seulement celle de la disposition nécessaire, être rationnel, être apte à parler, être désirant, être religieux, mais celle du lien existant entre des dispositions et leur aptitude à se redéfinir, s'assouplir. Il n'est pas sûr que l'homme possède des accidents qu'on puisse séparer de l'essence. La forme du nez, des yeux, du visage, des sourcils, la couleur de la peau, cela ne définit pas le propre de l'homme et pourtant ces accidents supposés ne peuvent manquer d'avoir des conséquences, des effets qui rétroagissent sur ce qui semble constant et sur d'autres éléments disparates. Capacité de voir sous forme esthétique les visages et les personnes, capacité alors à être séduit par la singularité d'un sujet. Capacités qui ne sont possibles qu'en raison d'accidents et de contingences, et qui définissent nécessairement notre genre. Ces raisonnements qui prennent de tels exemples sont loin d'être spéculatifs, puisqu'ils sont ceux-là même de G. Leopardi. En s'intéressant à la genèse du sens du beau et de sa discrimination chez les enfants, il remarque que le sentiment de la beauté n'est possible qu'en raison d'accidents mineurs. Il affirme à ce sujet, dans la longue note 1184 à 1200 du 21 juin 1821 dont il entreprend la démonstration, vérifier que le beau est purement relatif et que l'idée d'. Une beauté déterminée ne dépend pas de la beauté absolue de tel ou tel objet,
mais de circonstances totalement étrangères au genre et à la sphère du beau. Il ne s'agit pas du relativisme de cette notion dans la sphère esthétique, mais bien de la genèse d'une capacité que l'homme n'a aucunement en lui virtuellement, et qui repose à nouveau sur des facteurs accidentels, comme l'atteste l'expression totalement étrangère, à l'instar du désir sexuel cité plus haut, et qui pourtant contribuera en retour à donner une figure singulière à l'homme à un moment donné de son histoire. Si les hommes n'avaient pas de visage, ils ne pourraient se trouver beaux. Mais la rencontre extérieure entre la perception et cette particularité physionomique engendre alors une évaluation esthétique imprévue, laquelle modifie l'orientation du désir sexuel lui-même, et qui devient aussi attractif en raison de cette beauté imprévue. Cela se vérifie chez G. Leopardi si on précise ce qu'il appelle disposition. Pour l'auteur, ce terme a deux sens différents, car il existe pour lui deux types d'aptitudes au sein du vivant qu'il définit dans la note 3374 du 8 septembre 1823. La nature n'engendre en l'homme que des dispositions. Or, il faut faire des distinctions parmi celles-ci. Il y a des dispositions à pouvoir être et dispositions à être. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.